Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans un format un petit peu particulier. Il y a 3-4 semaines, via les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram, je vous ai envoyé un post vous prévenant que j'allais, dans une vidéo, répondre à un certain nombre de questions, en tout cas prendre le temps d'analyser un certain nombre de vos questions, que vous alliez me laisser en commentaire ou en message privé, et que j'allais y répondre par le biais d'une vidéo. Alors cette vidéo, je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Il y en aura donc d'autres, des vidéos. Alors ces vidéos, dans un premier temps, elles ne sont pas en direct, du coup j'ai réceptionné une partie de vos questions. Je les ai regroupées en deux grosses thématiques, en tout cas pour les prochaines vidéos. Et j'espère que dans un avenir proche, on pourra mettre en place des vidéos un petit peu plus en direct. Voilà, donc cette première vidéo va porter sur la notion de société en pharmacie, en officine, notamment les différents types de sociétés qui peuvent exister, et comment un jeune pharmacien peut éventuellement investir, participer à l'investissement dans ce type de société, donc c'est-à-dire racheter des parts dans cette société qui est déjà en exercice et quels vont être par définition c'est son rôle en relation avec son nombre de parts. Alors, je vais avoir une petite dizaine de questions que je vais aborder avec vous et j'espère que cela va vous intéresser. À la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser d'autres questions pour alimenter deux prochaines vidéos sur ces réponses aux différents commentaires et questions que vous pouvez être amener à me poser. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est quels sont les deux gros types de sociétés qui existent actuellement dans le milieu des pharmacies d'officine. Alors, les pharmacies, elles peuvent choisir un certain nombre de statuts juridiques et il y a deux structures qui ressortent actuellement, à savoir la CELAS, la Société d'exercice libéral par action simplifiée, et la SEL-ARL, la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix entre ces deux structures, ces deux statuts, dépend de différents facteurs tels que les objectifs des pharmaciens, leur situation financière, leur vision de la gestion et de l'expansion de leur activité. On va voir ensemble qu'est-ce qui définit ces deux types de structures, quelles sont leurs différences, leurs avantages et leurs inconvénients. Alors tout d'abord, la CELAS. La CELAS, c'est une structure d'exercice libéral par action simplifiée. Alors, quels sont ses avantages? On va dire, donc, on a une flexibilité dans sa gestion. La CELAS, elle va offrir une flexibilité dans la répartition des pouvoirs et des décisions au sein de cette société. Les statuts peuvent être rédigés de manière à prévoir une gouvernance qui va être adaptée aux besoins spécifiques de chaque associé. Elle permet de moduler librement les droits de vote et les droits financiers des associés, ce qui peut être avantageux pour les stratégies de développement ou d'association avec d'autres professionnels. Par ailleurs, elle va faciliter l'entrée de nouveaux associés. Les actions peuvent être plus facilement cédées, ce qui facilite l'entrée de nouveaux associés ou investisseurs. Cela peut être particulièrement attractif donc pour les pharmacies souhaitant attirer des investisseurs ou proposer une transmission progressive de l'officine. Il y a également une attractivité fiscale. En effet, la CELAS permet, sous certaines conditions, d'opter pour l'impôt sur les sociétés, ce qui peut être fiscalement avantageux par rapport à l'impôt sur le revenu auquel sont soumises les sociétés de personnes. Ensuite, on va avoir la SEL-ARL. La SEL-ARL, elle va se définir par sa simplicité de gestion. En effet, elle offre une structure juridique plus simple à gérer, souvent perçue comme moins complexe que la CELAS, ce qui peut convenir aux pharmaciens souhaitant se concentrer sur leur activité principale sans se soucier de la gestion complexe de l'entreprise. Elle est également plus familière et bien connue, ce qui peut rassurer certains pharmaciens. Par définition, sa responsabilité, elle est limitée.
elle limite la responsabilité des associés à leur rapport en capital, ce qui protège leur patrimoine personnel. Enfin, on a une répartition plus équilibrée des bénéfices et des pouvoirs. La répartition des bénéfices et des pouvoirs est généralement plus simple et claire dans une SEL-ARL, avec une proportionnalité des droits en fonction des parts détenues par chaque associé. Alors, quels vont être les facteurs de choix? Tout d'abord, le nombre d'associés et la taille de la structure. Les grandes officines avec plusieurs associés peuvent préférer la CELAS pour sa flexibilité et son attractivité pour les investisseurs. Les petites officines ou celles avec peu d'associés peuvent préférer la SEL-ARL pour sa simplicité de gestion. On a ensuite la stratégie de croissance et de développement. Une pharmacie ayant des projets d'expansion, de levée de fonds ou souhaitant attirer des investisseurs externes peut choisir la CELAS. Une pharmacie souhaitant rester une petite structure familiale ou de proximité peut opter pour la SEL-ARL. Il y a les aspects fiscaux et sociaux. Les différences fiscales entre les deux statuts peuvent influencer le choix en fonction des objectifs financiers des associés et de leur situation fiscale personnelle. En conclusion, donc, le choix entre la CELAS et la SEL-ARL dépend principalement de la vision stratégique, de la structure de gouvernance souhaitée, des objectifs financiers et de la complexité que les pharmaciens sont prêts à gérer. Il est souvent conseillé de consulter un expert comptable ou un avocat spécialisé pour évaluer la situation spécifique de l'officine ou faire le choix le plus approprié. Deuxième question qui m'a été posée, c'est comment se passe financièrement une reprise de part dans une officine? Alors la reprise de part dans une officine peut se faire de différentes manières, par achat direct des parts ou par augmentation de capital. Le processus financier va impliquer une évaluation de l'officine pour déterminer la valeur des parts. Cette évaluation compte de plusieurs facteurs, dont le chiffre d'affaires, les bénéfices, l'emplacement, le potentiel de croissance et l'état des installations. La reprise de part dans une officine, c'est un processus complexe qui implique plusieurs étapes financières et juridiques. On va en faire une petite description détaillée des principales étapes et des éléments à prendre en compte. Alors la première étape, c'est forcément l'évaluation de l'officine. Avant d'acquérir des parts, il est essentiel de réaliser une évaluation précise de l'officine. Cette évaluation, elle est généralement effectuée par un expert comptable ou un cabinet spécialisé qui prend en compte plusieurs facteurs clés. Le chiffre d'affaires, à savoir le montant total des ventes de l'officine, les bénéfices nets, les profits après déduction donc de toutes les charges et taxes, l'emplacement, à savoir la localisation de l'officine, ce qui va influencer fortement sa valeur en raison de la clientèle potentielle et de la concurrence locale, le potentiel de croissance, c'est à savoir les perspectives de développement de l'officine, par exemple grâce à une expansion des services offerts ou à l'augmentation de la population locale. Enfin, l'état des installations, l'état général des locaux, de l'équipement et des stocks. La deuxième étape est la détermination de la valeur des parts. Sur la base de cette évaluation, la valeur totale de l'officine est déterminée et cette valeur est ensuite divisée en parts sociales ou en actions représentant chacune une fraction du capital de l'officine. Par exemple, si une officine est évaluée à 1 million d'euros et qu'elle est divisée en 1000 parts, chaque part vaudra, règle mathématique, 1000 euros. La troisième étape, c'est le mode d'acquisition des parts. Il existe deux principales méthodes pour acquérir des parts dans une officine. Tout d'abord, l'achat direct. Transaction directe, donc, vous achetez directement les parts auprès du titulaire actuel ou d'autres associés. Cette transaction peut se faire en une seule fois ou par tranches successives. Il va y avoir une étape de négociation du prix, car le prix des parts peut être négocié en fonction de la valeur d'évaluation et des conditions du marché. Les modalités de paiement, c'est le paiement qui peut être effectué en une seule fois ou échelonné sur une période déterminée, souvent avec l'aide d'un crédit bancaire. L'autre méthode d'achat de parts, c'est l'augmentation de capital. Cela va se faire par une nouvelle émission de parts. L'officine peut décider d'augmenter son capital social en émettant de nouvelles parts. Vous pouvez souscrire à ces nouvelles parts, ce qui augmente le capital de l'officine et dilue les parts existantes. On va réaliser un apport en numéraire ou en nature. Vous pouvez apporter des fonds supplémentaires, apport en numéraire, ou des actifs, apport en nature, en échange des nouvelles parts émises. Quatrième étape, c'est le financement de l'acquisition. L'achat de parts dans une officine nécessite souvent un financement externe, qui est généralement sous la forme d'un crédit bancaire.
On va voir ensemble les étapes typiques pour obtenir ce financement. Tout d'abord, il y a le montage du dossier de financement. Vous devez préparer un dossier solide, incluant l'évaluation de l'officine, votre rapport personnel, votre plan d'affaires et vos projections financières. Ensuite, il va y avoir la négociation du crédit. Vous allez négocier les termes du crédit avec les banques, incluant le taux d'intérêt, la durée du prêt et les garanties demandées. Enfin, il va y avoir l'apport personnel. La banque peut exiger un apport personnel qui va être d'environ 20 à 30% de la valeur des parts à acquérir. Cet apport va démontrer votre engagement et va réduire le risque pour la banque. Cinquième étape, le processus juridique et administratif. Une fois le financement obtenu, plusieurs démarches juridiques et administratives sont nécessaires. La signature du contrat de cession de parts, ce contrat va formaliser la vente des parts entre le cédant et le cessionnaire. On va avoir une modification des statuts de la société, car si vous achetez une part significative, les statuts de la société peuvent être modifiés pour refléter la nouvelle répartition du capital. Enfin, il va y avoir l'enregistrement et la publicité légale. La cession de parts doit être enregistrée auprès des autorités compétentes, le greffe du tribunal de commerce, et faire l'objet d'une publicité légale pour informer les tiers. Sixième étape, c'est l'intégration et la gestion. Après l'acquisition des parts, vous devez vous intégrer dans la gestion de l'officine. Cela peut inclure la participation aux assemblées générales, vous allez participer aux décisions stratégiques de l'officine, le suivi financier, vous allez suivre la performance financière et vous allez participer à la gestion des comptes, l'implication dans la gestion opérationnelle, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille de votre participation, vous allez pouvoir avoir un rôle actif dans la gestion quotidienne de l'officine. Pour conclure, donc, la reprise de parts dans une officine, c'est un processus qui est structuré, qui nécessite une évaluation précise, une négociation des modalités d'acquisition, un financement adapté et une série de démarches juridiques et administratives. Chaque étape va devoir être soigneusement planifiée, exécutée pour assurer une transition réussie et durable dans la gestion de l'officine. Deuxième question, que représente la notion de part dans une officine, du capital de l'officine ou du chiffre d'affaires? Les parts représentent une fraction du capital de l'officine. Elles n'ont pas de lien direct avec le chiffre d'affaires, même si la performance financière de l'officine, dont le chiffre d'affaires, influence directement la valeur des parts. La notion de part dans une officine est principalement liée au capital social de l'entreprise et non directement au chiffre d'affaires. On va voir une petite explication détaillée. Déjà, la définition des parts sociales. Les parts sociales ou actions représentent une fraction du capital social de l'officine. Le capital social, c'est le montant des apports réalisés par les associés ou actionnaires au moment de la création ou lors de l'augmentation de capital. Il est constitué des contributions en numéraire, d'argent, et en nature, biens matériels, locaux, équipements des associés. La composition du capital social. Le capital social, il est divisé en parts sociales, dans les SARL, ou en actions dans les CELAS, qui sont distribuées aux associés ou actionnaires proportionnellement à leur apport. Par exemple, si le capital social d'une officine est de 500 000 € et qu'il est divisé en 5 000 parts, chaque part vaudra 100 €. Les droits associés à ces parts. Alors, posséder des parts sociales dans une officine va conférer plusieurs droits aux associés. Des droits financiers. Les détenteurs de parts ont droit à une part des bénéfices réalisés par l'officine qui vont être distribués sous forme de dividendes proportionnellement au nombre de parts détenues. Des droits de vote également. Les parts donnent également des droits de vote aux assemblées générales. Elles permettent aux associés de participer aux décisions importantes concernant la gestion et l'avenir de l'officine. Enfin, des droits d'information. Les associés ont le droit d'être informés sur la gestion et les comptes de l'officine. La valeur des parts sociales. La valeur des parts sociales est initialement déterminée par le montant du capital social et le nombre de parts émises. Cependant, la valeur de ces parts peut évoluer en fonction de la performance financière de l'officine et des conditions du marché. Plusieurs facteurs vont influencer cette valeur. Le chiffre d'affaires et la rentabilité. Ainsi, une officine avec un chiffre d'affaires croissant et une bonne rentabilité aura des parts plus valorisées. L'actif et le passif. La valeur des actifs, stocks, équipements, locaux et la situation des passifs, dette, crédit,
va impacter forcément la valorisation des parts. Le potentiel de croissance, les perspectives de développement et de croissance de l'officine peuvent augmenter la valeur des parts. Enfin, la situation concurrentielle, la position de l'officine par rapport à ses concurrents locaux peut également influencer la valeur des parts. Alors, quelle est la différence entre capital et chiffre d'affaires? Il est crucial, important, de distinguer le capital social du chiffre d'affaires. Le capital social, ça va correspondre aux apports des associés à la création lors de l'augmentation du capital. Il va représenter la valeur de l'officine en termes de fonds propres. Le chiffre d'affaires, lui, c'est le total des ventes de biens et de services réalisés par l'officine sur une période donnée, souvent une année. Il va refléter l'activité commerciale de l'officine, mais pas forcément sa valeur, et pas forcément la valeur directe des parts sociales. Quelle est l'influence directe ou indirecte du chiffre d'affaires? Bien que les parts sociales soient liées au capital de l'officine, la performance financière, incluant le chiffre d'affaires, influence indirectement la valeur des parts. La performance financière, ainsi une officine avec un chiffre d'affaires élevé et des bénéfices nets importants, sera plus attractif pour les investisseurs, augmentant ainsi la demande et la valeur des parts sociales. Les bénéfices et les dividendes. Des bénéfices importants permettent la distribution de dividendes aux associés. Cela va augmenter la rentabilité des parts sociales et leur valeur sur le marché secondaire. En conclusion, les parts dans une officine représentent une fraction du capital social de celle-ci et elles vont conférer des droits financiers et de gestion à leurs détenteurs. Elles ne sont pas directement liées au chiffre d'affaires, bien que la performance financière de l'officine, y compris le chiffre d'affaires, influence indirectement leur valeur. La distinction entre capital social et chiffre d'affaires est essentielle pour comprendre la dynamique de la valorisation des parts sociales. Troisième question qui m'a été posée, c'est est-ce que l'achat de parts nécessite un apport personnel? Et si oui, à combien celui-ci doit s'élever selon la taille de l'officine? Alors bien évidemment, oui, cela nécessite généralement un apport personnel. La taille de cet apport va dépendre de plusieurs facteurs, notamment la valeur de l'officine et le pourcentage de parts que vous souhaitez acquérir. En règle générale, un apport de 20 à 30% de la valeur des parts est souvent requis, le reste pouvant être financé par un crédit. Voici une petite explication détaillée de ce concept et des facteurs qui influencent la taille de cet apport. Tout d'abord, la nécessité de l'apport personnel. L'apport personnel, il est crucial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la crédibilité auprès des prêteurs. Un apport personnel significatif démontre votre engagement financier et réduit le risque pour les banques et les prêteurs. Il augmente vos chances d'obtenir un financement complémentaire. En plus, cela permet de partager le risque. En investissant une partie de vos fonds personnels, vous partagez le risque avec les prêteurs, ce qui les rassure dans son implication dans le succès de l'officine. Cela va jouer également sur la négociation du prêt. Un apport personnel substantiel peut améliorer les conditions de votre prêt, notamment le taux d'intérêt et la durée du remboursement. Le montant de l'apport personnel. Alors le montant de l'apport personnel nécessaire, il dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord la valeur de l'officine. La taille de l'apport, il est proportionnel à la valeur totale de l'officine. Plus une officine est grande et valorisée, plus l'apport personnel nécessaire sera élevé. Le pourcentage de parts à acquérir, l'apport personnel dépend également du pourcentage de parts que vous souhaitez acheter. Acheter une part majoritaire nécessite un apport plus important. Les conditions de financement, enfin, les exigences des prêteurs en termes de pourcentage d'apport personnel peuvent varier. En général, ils demandent un apport représentant entre 20 et 30% de la valeur des parts à acquérir. Pour illustrer, on va vous donner un petit exemple. Pour une petite officine avec une valeur de 500 000 euros, avec des pourcentages de parts à acquérir de l'ordre de 50%, soit 250 000 euros, l'apport personnel de 20 à 30% va correspondre entre 50 et 75 000 euros. Pour une grande officine, plus de 2 millions, 50% des parts, c'est 1 million d'euros, 20% c'est 200 000 euros, 30% c'est 300 000 euros. Et donc les montants à financer vont être de 700 à 800 000 euros. Les sources de l'apport personnel, il peut provenir de différentes sources. Ça peut être des économies personnelles, ça peut être des aides familiales, ça peut être des partenaires financiers, avec des investissements par des partenaires ou des associés. Enfin, ça peut être des subventions ou des aides.
en accédant à des aides ou des subventions spécifiques. La préparation de l'apport personnel. Pour préparer votre apport personnel, il va falloir évaluer vos ressources, faire un inventaire de vos économies, de vos actifs, de vos contributions possibles, établir un plan d'épargne, c'est-à-dire mettre en place un plan d'épargne pour accumuler les fonds nécessaires, et consulter un conseiller financier pour obtenir des conseils pour optimiser vos ressources et planifier efficacement votre apport. L'acquisition de parts dans une officine nécessite donc généralement un apport personnel important, entre 20 et 30% de la valeur des parts à acquérir. La taille de cet apport va dépendre de la valeur de l'officine et du pourcentage de parts que vous souhaitez acheter. Préparer cet apport, il est crucial pour obtenir des conditions de financement favorables et démontrer votre engagement envers le projet. Quatrième question qui m'a été posée, c'est la reprise des parts petit à petit ou acheter d'un coup l'officine revient-elle au même niveau financièrement? Quelle est la différence entre les deux procédés et lequel serait le plus avantageux? Alors c'est une bonne question et elle est assez large comme question. Tout d'abord, reprendre des parts petit à petit permet de lisser forcément l'investissement dans le temps. Cela va réduire le risque financier immédiat et cela va permettre de s'adapter progressivement à la gestion de l'officine. Acheter d'un coup, par contre, implique un investissement initial plus important, mais cela peut offrir des avantages fiscaux et une plus grande stabilité à long terme. Le choix va dépendre de la situation financière, des objectifs professionnels de chacun et des conditions de vente négociées avec le titulaire sortant. La décision de reprendre des parts petit à petit ou d'acheter une officine en une seule fois, ça va dépendre de plusieurs facteurs financiers, personnels, stratégiques. On va en faire une petite analyse détaillée avec deux options. Donc. Partant du principe de reprendre des parts petit à petit. L'avantage, donc, c'est le lissage de l'investissement. Cela va permettre de répartir l'achat sur une période plus longue, cela va permettre de répartir l'effort financier en réduisant ainsi la pression sur les liquidités immédiates. Cela va permettre de réduire le risque financier. En investissant progressivement, vous allez pouvoir mieux gérer les imprévus, ajuster votre engagement financier en fonction de la performance réelle de l'officine. Cela va permettre une adaptation progressive, car cette approche va permettre de s'acclimater progressivement aux responsabilités de gestion de l'officine. Vous allez pouvoir apprendre et adapter votre stratégie sans être immédiatement submergé par la gestion complète. Cela va apporter enfin une flexibilité financière. Moins de capital immobilisé immédiatement vous laisse une marge plus importante en termes de manœuvre pour d'autres investissements ou pour faire face à des imprévus. Quels sont les inconvénients d'acheter petit à petit? Tout d'abord, il y a la complexité administrative, car chaque acquisition de parts va impliquer des démarches administratives et juridiques, ce qui peut augmenter les coûts et la complexité. On va également avoir et subir une valorisation fluctuante. La valeur des parts va pouvoir augmenter au fil du temps, ce qui pourrait rendre les achats futurs plus coûteux. Enfin, on va avoir une influence limitée, c'est-à-dire qu'en reprenant les parts progressivement, votre pouvoir de décision et d'influence sur la gestion de l'officine va rester limité jusqu'à ce que vous déteniez une part significative. Maintenant, voyons le fait d'acheter une officine en une seule fois. Quels sont ses avantages? Tout d'abord, la stabilité à long terme. Acheter une officine en une seule fois, ça va offrir une stabilité immédiate et cela va permettre de se concentrer sur la gestion sans avoir à planifier des acquisitions futures. Il y a un avantage fiscal également, certaines dispositions fiscales peuvent être plus avantageuses lors d'un achat unique, notamment en termes de déduction fiscale sur les intérêts de prêt. Enfin, cela va permettre d'obtenir un contrôle total. Vous allez immédiatement avoir le contrôle de l'officine, ce qui va vous permettre de mettre en œuvre vos stratégies et les décisions sans attendre. Et si on veut également conclure cette partie sur les avantages, on a également une simplification des démarches, parce qu'en une seule transaction, finalement, vous allez faire qu'un seul acte administratif et un seul acte juridique, notamment au niveau des frais. Les inconvénients, un investissement initial va être forcément plus important. Les besoins d'un capital initial plus élevé peut poser des défis, notamment en termes de financement et de liquidité. On a également un risque financier accru, car engager une somme importante d'un coup va augmenter le risque financier, surtout si l'officine ne performe pas comme prévu à court terme. Cela va générer un endettement plus élevé. Vous pourriez devoir contracter un prêt plus important.
ce qui augmente les charges d'intérêt et la pression financière. Maintenant, faisons la comparaison et le choix. Les critères de décision, déjà, c'est la situation financière personnelle. Il va falloir penser à évaluer vos ressources financières actuelles, votre capacité à obtenir des prêts et votre tolérance au risque. Il y a ensuite les objectifs professionnels, déterminer si vous préférez une montée en compétences progressive ou une prise de contrôle immédiate. Les conditions de vente, négocier avec le titulaire sortant pour voir quelles options sont disponibles et favorables. Et enfin, les performances de l'officine, car si l'officine montre des signes de croissance stable, un achat immédiat peut être avantageux. En cas de doute sur la performance future, une acquisition progressive pourrait être plus prudente. Voyons enfin l'avantage comparatif. L'acquisition progressive est souvent plus avantageuse pour les jeunes pharmaciens ou ceux qui préfèrent minimiser le risque financier initial et s'acclimater progressivement à la gestion de l'officine. L'achat immédiat, je dirais qu'il est plus adapté aux pharmaciens ayant une solide capacité financière, une bonne tolérance au risque et souhaitant une prise de contrôle rapide et totale de l'officine. Pour conclure donc, reprendre des parts petit à petit ou acheter l'officine en une seule fois, ça a des implications financières et stratégiques distinctes. La meilleure option dépend de votre situation financière personnelle, de vos objectifs professionnels et des conditions spécifiques de l'officine et de la transaction. Je pense qu'une évaluation approfondie de ces facteurs et idéalement recevoir des conseils d'un expert financier, comptable ou d'un agent de transaction, cela peut vous aider à prendre la décision la plus avantageuse pour vous. Cinquième question est toujours en rapport avec le rachat de parts. Faut-il faire un crédit pour reprendre des parts dans une officine? Et si oui, le crédit est-il contracté par le pharmacien souhaitant reprendre l'officine ou bien est-il supporté par l'officine en tant que telle? Alors, bien évidemment, il est courant de contracter un crédit pour reprendre des parts dans une officine. Le crédit est généralement contracté par le pharmacien repreneur et non par l'officine elle-même. Cela permet au repreneur de financer son achat tout en étalant les paiements sur plusieurs années. Alors, nécessité du crédit pour la reprise de parts. Oui, il est souvent nécessaire de contracter un crédit pour reprendre des parts dans une officine. Je vais vous donner plusieurs raisons. Tout d'abord, l'investissement qui est important. L'acquisition de parts dans une officine va représenter souvent un investissement significatif, que ce soit pour l'achat initial ou pour des acquisitions progressives. L'optimisation des ressources, contracter un crédit permet de conserver une partie de vos fonds personnels pour d'autres besoins ou d'autres investissements. On va également avoir l'étalement des paiements. Le crédit vous permet d'étaler des paiements sur une période plus longue, réduisant ainsi la pression financière immédiate et s'alignant mieux avec les flux de trésorerie de l'officine. La responsabilité du crédit. Le crédit, il est généralement contracté par le pharmacien repreneur et non par l'officine elle-même. Et voici pourquoi. Tout d'abord, l'engagement personnel. Le repreneur est responsable de l'acquisition des parts et va prendre l'engagement financier associé. Le crédit est donc contracté à son nom propre. Les garanties personnelles. Les prêteurs peuvent exiger des garanties personnelles telles que des cautions ou des hypothèques sur les biens personnels du repreneur pour sécuriser le prêt. Enfin, la notion d'indépendance financière, contracter le crédit personnellement, permet de séparer les finances de l'officine de celles du repreneur, ce qui peut être bénéfique en termes de transparence et de gestion financière. Quelles sont les sources du financement? Pour obtenir un crédit, le repreneur peut explorer différentes sources de financement. Tout d'abord, il y a les banques et les institutions financières. Les banques offrent généralement des prêts spécifiques pour l'acquisition des entreprises avec des conditions adaptées aux besoins du repreneur. On a également les prêts personnels. Le repreneur peut également utiliser des prêts personnels ou des marges de crédit pour financer une partie de l'acquisition. Enfin, on peut avoir les investisseurs privés, les financeurs. Dans certains cas, des investisseurs privés peuvent être intéressés à fournir un financement en échange d'une participation dans l'officine. Quelles sont les conditions du crédit? Les conditions du crédit peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs. Le montant du prêt dépend de la valeur des parts acquises dans les capacités financières du repreneur. Le taux d'intérêt qui peut être fixe ou variable et il est souvent déterminé en fonction du risque perçu par le prêteur. La durée du prêt,
Elle peut varier de quelques années à plusieurs décennies en fonction de la politique du prêteur et des capacités de remboursement du repreneur. Enfin, les garanties. Le prêteur peut exiger des garanties supplémentaires telles que des hypothèques ou des cautions pour sécuriser le prêt. L'impact sur l'officine. Bien que le crédit soit contracté personnellement par le repreneur, l'officine peut indirectement être affectée par cette décision. Cela correspondra à une charge financière. Le remboursement du crédit constitue une charge financière pour le repreneur qui peut influencer la politique d'investissement et les décisions opérationnelles de l'officine. Cela va avoir également un impact sur la rentabilité. Les intérêts et les frais associés au crédit réduisent la rentabilité globale de l'officine, ce qui peut avoir des implications sur les bénéfices distribués aux associés. En conclusion, contracter un crédit pour reprendre des parts dans une officine est courant et souvent nécessaire en raison de l'importance de l'investissement requis. Le crédit, il est généralement contracté par le pharmacien repreneur à titre personnel, avec des conditions de prêt déterminées en fonction de divers facteurs financiers et de garanties. Cette décision va avoir un impact financier significatif sur le repreneur et peut indirectement affecter l'officine elle-même, d'où l'importance d'une analyse approfondie des implications financières avant de contracter un prêt. Sixième question, quel pourcentage de parts faut-il reprendre dans un premier temps pour que le projet soit cohérent? Très bonne question là encore. Il est souvent recommandé de reprendre au moins 20 à 30% des parts pour avoir une influence significative sur les décisions et la gestion de l'officine. Cela permet également de se préparer progressivement à une éventuelle reprise totale. Lorsqu'on envisage de reprendre des parts dans une officine, déterminer le pourcentage de parts à acquérir dans un premier temps est crucial pour assurer la cohérence et la viabilité du projet. On va voir ensemble quelques petits détails. Tout d'abord, l'influence sur les décisions et la gestion. Reprendre un pourcentage significatif de parts vous permet d'avoir une influence plus importante sur les décisions et la gestion de l'officine. Voici quelques points clés à considérer. Le droit de vote. Plus vous détenez de parts, plus votre poids décisionnel aux assemblées générales est important. Une participation active. Un pourcentage substantiel de parts vous permet de jouer un rôle actif dans la direction stratégique de l'officine. Une influence sur la politique financière, vous pouvez contribuer à définir les orientations financières et d'investissement de l'officine. Deuxième item, la préparation et une reprise totale. Reprendre un pourcentage significatif de parts dans un premier temps peut également servir de préparation à une éventuelle reprise totale de l'officine dans le futur. On va voir quelques avantages. Tout d'abord, une familiarisation progressive. Vous avez l'opportunité de vous familiariser avec la gestion réelle de l'officine et d'acquérir de l'expérience avec une reprise complète, avant une reprise complète. Une évaluation de la viabilité, vous pouvez évaluer réellement la viabilité de l'officine et votre propre capacité à la gérer sur le long terme avant de vous engager totalement. Cela va vous permettre ensuite de constituer un réseau. Reprendre une part significative vous permet d'être légitime pour tisser des liens avec les autres associés et les membres de l'équipe, ce qui peut faciliter une transition en douceur lors d'une reprise totale. Alors il est souvent recommandé donc de reprendre au moins 20 à 30% des parts dans un premier temps pour que le projet soit cohérent. Ce pourcentage offre un bon équilibre entre l'obtention d'une influence significative et la possibilité de se préparer progressivement à une reprise totale. Cependant, ce chiffre peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les objectifs personnels. Vos objectifs en termes d'implication dans la gestion de l'officine et vos aspirations professionnelles peuvent influencer le pourcentage de parts à reprendre. Les conditions de vente, les conditions négociées avec le titulaire sortant peuvent influencer la répartition des parts dans le cadre de la reprise. Le financement disponible, à savoir votre capacité à financer l'acquisition de parts, peut limiter le pourcentage que vous pouvez acquérir dans un premier temps. Pensez à évaluer vos besoins spécifiques, car avant de déterminer le pourcentage de parts à reprendre, il est important d'évaluer attentivement vos besoins spécifiques, vos objectifs à long terme et les conditions de la transaction. Une analyse approfondie de ces facteurs vous aidera à prendre une décision éclairée et à garantir la cohérence et la viabilité de votre projet de reprise. Reprendre donc un pourcentage significatif de parts dans un premier temps est essentiel pour garantir une influence significative sur les décisions et la gestion de l'officine, tout en permettant une préparation progressive à une éventuelle reprise totale.
Un pourcentage compris entre 20 et 30% est généralement recommandé, mais ce chiffre peut varier en fonction de vos besoins spécifiques et des conditions de la transaction. Une évaluation approfondie de ces facteurs est essentielle pour prendre une décision cohérente et viable. Septième question, le contrat de travail d'une personne ayant des parts dans une officine est-il le même que celui d'un assistant ou bien est-il différent et plus proche de celui d'un titulaire? Alors le contrat de travail peut varier. Un assistant ayant des parts dans l'officine peut avoir un contrat similaire à celui d'un assistant classique, mais avec des responsabilités supplémentaires liées à la participation au capital. Le contrat peut également inclure des clauses spécifiques en lien avec ses droits et ses devoirs en tant qu'associé. Lorsqu'une personne détient des parts dans une officine, son contrat de travail peut être différent de celui d'un assistant classique en raison de sa participation au capital et de ses responsabilités supplémentaires. On va voir quelques éléments sur ce sujet. Tout d'abord, la similarité avec un contrat d'apprentissage, un contrat d'assistant classique. Dans de nombreux cas, le contrat de travail d'un pharmacien assistant ayant des parts dans l'officine peut être similaire à celui d'un assistant classique en termes de conditions générales, telles que les salaires, les avantages sociaux. Ainsi, le salaire et les avantages sociaux peuvent être similaires à ceux des autres assistants de l'officine. Les horaires de travail et les congés peuvent être définis de la même manière que les autres employés. Les fonctions et les responsabilités, les tâches et les responsabilités professionnelles peuvent être les mêmes que celles d'un assistant classique. On peut également avoir des responsabilités supplémentaires liées à la participation au capital. En effet, le contrat de travail d'un pharmacien assistant ayant des parts dans l'officine peut également inclure des responsabilités supplémentaires liées à sa participation au capital, telles que la participation aux décisions stratégiques. En effet, en tant qu'associé, vous pouvez être impliqué dans les décisions stratégiques concernant la gestion et le développement de l'officine. Votre engagement financier, vous pouvez avoir des responsabilités financières supplémentaires liées à la participation au capital, telles que des obligations de contribution aux pertes ou des droits aux bénéfices. Enfin, vous avez le droit également de participer aux assemblées générales. Vous pouvez avoir le droit de participer et de voter à ces assemblées générales des associés pour prendre des décisions importantes concernant l'avenir de l'officine. Quelles peuvent être les clauses spécifiques dans ce contrat? Le contrat de travail peut également inclure des clauses spécifiques en lien avec les droits et les devoirs du pharmacien assistant en tant qu'associé, telles que des clauses de non-concurrence qui peuvent être associées pour protéger les intérêts de l'officine et des autres associés, des clauses de confidentialité pour protéger les informations sensibles de l'officine, des clauses de cession des parts déterminant le contrat pour réguler le transfert de propriété des parts entre les différents associés. Voyons ensemble l'importance de la rédaction du contrat. Il est essentiel que le contrat de travail soit rédigé de manière claire et précise pour refléter les droits et les obligations du pharmacien assistant en tant qu'associé. Une consultation d'un avocat spécialisé est recommandée, notamment ceux spécialisés en droit du travail et en droit des sociétés, de façon à assurer un contrat conforme à la législation en vigueur et aux besoins spécifiques de l'officine. Donc pour conclure, le contrat de travail d'une personne ayant des parts dans une officine peut être similaire à celui d'un assistant classique, mais avec des responsabilités supplémentaires liées à sa participation au capital. Cela peut inclure des clauses spécifiques en lien avec ses droits et devoirs en tant qu'associé. Il est donc essentiel de rédiger de manière claire et précise ce contrat pour refléter ces aspects. Une consultation avec un professionnel de droit est nécessaire pour garantir la conformité du contrat aux exigences légales et aux besoins spécifiques de l'officine. Huitième question, selon le chiffre d'affaires d'une officine, est-il possible d'évaluer à peu près combien gagne un titulaire en pharmacie, au moins une tranche, d'abord pendant le remboursement de ses crédits, puis une fois les potentiels de crédits remboursés? Alors, les revenus d'un titulaire d'une pharmacie peuvent varier considérablement. En moyenne, un titulaire peut gagner entre 70 à 150 000 euros par an pendant le remboursement des crédits. Une fois les crédits remboursés, les revenus peuvent augmenter significativement entre 100 000 et 200 000 euros par an, voire plus en fonction de la performance de l'officine. Les revenus d'un titulaire de pharmacie dépendent de divers facteurs, dont le chiffre d'affaires et l'officine.
Voici une évaluation approximative des revenus d'un titulaire, tant pendant le remboursement des crédits qu'après le remboursement. Alors pendant le remboursement des crédits, le revenu des titulaires peuvent être influencés par les charges financières associées au remboursement, ainsi que par d'autres coûts d'exploitation. Le revenu annuel, en moyenne, donc, un titulaire peut gagner entre 70 et 150 000 euros par an. On a un impact des crédits car le remboursement des prêts peuvent réduire les bénéfices nets pour le titulaire, ce qui peut limiter ses revenus disponibles pour d'autres besoins personnels ou professionnels. Il est à noter également qu'il y a une variabilité au niveau des revenus. Les revenus peuvent varier d'une officine à l'autre et d'une année à l'autre en fonction de facteurs tels que l'emplacement, la taille, l'activité, la concurrence locale et les politiques de remboursement de prêts. Après le remboursement du crédit, les revenus du titulaire peuvent augmenter significativement car une partie des charges financières est éliminée. Le revenu annuel, donc du coup, il peut monter entre 100 et 200 000 euros. On va avoir une stabilité financière qui va forcément être accrue parce qu'on va retirer une grosse charge financière. On va avoir une plus grande flexibilité également pour investir dans l'officine et dans d'autres projets. Cela va permettre de dégager un potentiel de croissance. En effet, les revenus peuvent continuer d'augmenter au fil du temps en fonction de la performance de l'officine, des stratégies de croissance mises en œuvre par le titulaire et des conditions du marché local. Les facteurs supplémentaires à considérer, donc, il est à noter que ces estimations sont générales et peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs. La politique de rémunération, tous les titulaires n'ont pas la même manière de se rémunérer. Certains vont vouloir beaucoup mettre en trésorerie, d'autres vont vouloir redistribuer cette trésorerie. La diversification des revenus. L'activité d'une pharmacie, son activité peut être liée à la vente de médicaments, à la réalisation de services aussi. Et donc, du coup, tout ça, ça peut avoir des impacts importants en termes de marge. Et puis, il y a également l'évolution du marché. Comme tout type d'entreprise, la rémunération d'un entrepreneur, d'un pharmacien titulaire, elle est liée à l'évolution et à la bonne santé de son entreprise. Plus son entreprise va bien et plus il aura la capacité de se mettre de côté de la rémunération, moins une pharmacie va bien, plus il devra piocher dans ses ressources personnelles avant de passer à une dégradation au niveau de la rémunération de ses salariés. Quelles sont les tâches supplémentaires qu'un pharmacien titulaire a par rapport à ses assistants? Alors la situation est un petit peu particulière parce qu'en fait, tout dépend un petit peu de la nature même du pharmacien titulaire. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'un pharmacien titulaire, il a des responsabilités supplémentaires par rapport aux assistants. En termes de gestion administrative et financière, forcément, il va assurer la supervision des comptes, la gestion des achats et des stocks, les relations avec les fournisseurs et les banques. Il a également la charge de la gestion du personnel, il va gérer le recrutement, les formations, la gestion des plannings et des salaires. Il va participer au développement commercial avec la mise en place de la stratégie de marketing, l'amélioration des services, la fidélisation de la clientèle. Enfin, il sera le garant de la conformité réglementaire. Il va assurer le respect des lois et des règlements en vigueur dans la gestion de l'officine. Ces obligations, ces responsabilités s'ajoutent aux tâches quotidiennes de pharmacien, comme la dispensation de médicaments et le conseil aux patients. Après, forcément, c'est très variable en fonction de la volonté du titulaire, parce qu'on va avoir des titulaires qui vont avoir la volonté de déléguer, d'autres qui vont garder toutes leurs prérogatives propres. Donc, pour le coup, on a quelque chose qui est extrêmement variable d'une pharmacie à une autre. Dernier point, je dirais que le pharmacien titulaire, il a la responsabilité de gérer tous les litiges, celui qui va traiter les plaintes des clients, la résolution de ces litiges avec les clients, éventuellement aussi des litiges avec les prestataires, fournisseurs et sécu. Il va assurer une certaine forme de veille concurrentielle, celui qui va être le plus impacté et le plus regardant par rapport à l'évolution de son secteur de travail. C'est également lui qui doit être responsable de la formation continue de l'ensemble de son équipe. Voilà, c'est à peu près tout donc, pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ce contenu relativement intéressant.
La prochaine vidéo se retournera plutôt sur les nouvelles missions qu'ont les pharmaciens actuellement. J'ai eu beaucoup de questions en fait sur comment on met en place les nouveaux services au sein d'une pharmacie, que ce soit les bilans de médication, que ce soit les entretiens de femmes enceintes, que ce soit les vaccinations, que ce soit les tests. Tous ces nouveaux services qui sont apparus assez récemment, soit avec le Covid, soit avec l'évolution naturelle que la société nous donne. Donc voilà, on abordera tout ça ensemble dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, et je dirais maintenant d'une manière régulière, n'hésitez pas à me laisser un maximum de questions, de commentaires sur cette vidéo et sur toutes les autres. Moi, je vais essayer d'y répondre d'une manière succincte lorsque je les lirai. Et puis, ça va m'encourager à créer de nouvelles vidéos pour répondre à vos questions d'une manière plus détaillée, sur des vidéos un petit peu plus longues pour le coup. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, on va réaliser un espèce de forum ensemble, sous forme de format vidéo. C'est ce que j'espère le faire pour 2025 ensemble. Et puis ainsi répondre d'une manière assez directe à toutes vos questions, faire un échange du tac au tac. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre pharmacie. Si vous êtes titulaire ou si vous êtes assistant, prenez soin de votre équipe. Si vous faites partie d'une équipe pharmaceutique, prenez soin de vos collègues, c'est important. Prenez soin de votre famille et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.